Aujourd'hui, c'est encore le bazar. Il y en a dans tous les sens. C'est pire que jamais. Et comme je ne savais pas de quoi parler, je suis revenue à la base. Ça a pris un peu de temps. CD, Christine Delphy, pour un féminisme matérialiste. Alors, c'est un article que je n'ai pas relu depuis longtemps. Et je ne l'avais d'ailleurs pas lu dans cette édition, c'est-à-dire dans le numéro mythique de sa première édition de l'Arc. Je l'avais lu en ligne. Puis après, je l'ai eu dans... les 2 volumes de l'ennemi principal, je vous mettrai un lien. L'Arc, c'est de la collectionnite. Hein. Alors ça, c'est un numéro que j'avais vu dans les bouquinistes des grands hommes, à Bordeaux, place des grands hommes, à l'époque où c'était place des grands hommes. J'avais hésité à l'acheter, parce que je trouvais que ça avait l'air bien, mais je ne l'ai pas ouvert. Je n'avais pas vu que c'était... Enfin, je ne savais pas à l'époque. Maintenant, je lance la collection doucement, doucement. Hein, mais enfin bon, si jamais on veut me faire des offrandes, sachez que l'histoire du féminisme, ça reste un truc. Je fais des blagues, hein. Je fais des blagues. Non, c'est comme avec les secondes, des fois je me dis, il faut que je précise quand même. Et je vous ai déjà parlé de ce numéro de l'Arc qui est absolument mythique, parce que c'est aussi dans ce numéro qu'est apparu un autre texte d'un féminisme quand même assez différent de celui de Christine Delphy, à savoir Le rire de la méduse, l'article, très grand article d'Hélène Sixou, avec lequel j'ai bien émis des réserves, hein, mais qui est un très très grand article d'histoire littéraire, enfin de critique littéraire, et qui est un jalon également dans l'histoire du féminisme, même si je pense que les implications politiques du rire de la méduse sont moins immédiates que pour un féminisme matérialiste, qui est véritablement un texte programmatique, le manifeste du féminisme matérialiste. Alors, trêve de bavardage, mais là en fait je reprends la chaîne True Crime Bookazine que j'aime bien regarder. Parce qu'en fait je regarde beaucoup de vidéos, mais par contre j'ai que certaines chaînes de faits divers d'horreur, mais qui n'ont strictement aucun rapport avec le féminisme matérialiste. Mais ouais, ça fait partie de mes dadas, et je sais pas pourquoi, ce sont des vidéos qui me détendent beaucoup. Faut pas chercher, hein. Et donc, je propose qu'on le relise ensemble. Alors, il faut déjà savoir qu'il s'appelle CD, des initiales, hein, pour un féminisme matérialiste. Je vais le montrer. Tac, il est là. Avec toujours cette magnifique pub, maintenant pour les hommes, à l'arrière. C'est d'un mythique. Alors il est à la fois, et puis j'ai même encore le petit papier à l'intérieur, évidemment que ça je le garde, mais c'est vrai que j'ai tendance à plus trop garder ces trucs-là en neuf. Je suis pas une bonne collectionneuse. Pourtant j'ai été bien élevée, hein, ça vous le savez, en collection. Voilà. Alors, ouais, on est quand même sur plusieurs pages assez denses, donc je vais couper des passages, mais on va le faire comme j'ai pu lire La mort de l'auteur de Barthes ou d'autres textes, ligne à ligne, et je commente. On est en... Alors, c'est numéro 61 de l'Arc, je crois qu'il est 71 celui-là. J'avais mis du temps à retrouver la date. Donc on est en plein MLF. 75, pardon. On est en plein MLF, et c'est vraiment un texte... Là, j'ai mis du temps à voir à quel point il a été important pour moi. En fait, il est à l'origine de pas mal de mes recherches, même si je ne suis pas du tout sociologue. Moi, je suis chercheuse en littérature et enseignante. Ce qui me paie, c'est l'enseignement pour le moment. Mais c'est un texte qui va au-delà d'une simple méthode. J'en avais, pour le coup, en le relisant, et bon, en réfléchissant aussi un peu toute seule, j'en avais fait un billet sur mon blog que j'avais envoyé à Christine Delphy, et elle avait répondu de façon très gentille en signant ton épistémologue, et parce que, bon, Christine a des moments qui peuvent être très gentils. Et je suis contente, voilà, on y va. Alors on a une épigraphe, nous sommes femmes, nous sommes sociologues, alors hop, on a une note qui arrive tout de suite. Ce texte a été écrit, on est page 61 hein, de ce numéro de l'Arc, ce texte a été écrit originellement pour une réunion de femmes en vue d'un travail collectif portant en particulier sur l'orientation des Women's Studies et d'une éventuelle revue féministe, qui a fini par exister, elle s'appelait Questions féministes. Et après un temps de rupture, elle s'appelle maintenant Nouvelle question féministe. Alors il y a vraiment eu une scission hein, à partir du passage à Nouvelle question féministe. La discussion en a commencé et se poursuit. S'il est publié dans son état actuel, peu remanié et peu collectif, c'est que ce groupe a jugé urgent qu'il soit offert à une diffusion et donc à un débat plus large. Donc on est dans quelque chose qui est à la fois un tract et un document de travail. Donc nous sommes femmes, nous sommes sociologues, c'est-à-dire scientifiques.
Et mes petits secondes, ils comprennent pas trop quand je leur dis « Non, nous, on est des scientifiques !» On peut pas se refaire. Nous tenons un discours sur la société, donc sur les femmes. Parce qu'on va se rappeler que les femmes, elles appartiennent à la société. Que signifie l'éruption du féminisme dans la société ? Que signifie l'éruption du féminisme dans la sociologie ou plus généralement dans les sciences humaines ? Alors ça, c'est vraiment une façon très directe de travailler. En fait, on passe vraiment de la manif au groupe de travail, chercheuses en manif, qui vont continuer. Il faut écarter d'emblée deux compréhensions possibles de cette interruption. La multiplication des, même qu'avant, études sur les femmes, à savoir les femmes uniquement comme des objets d'études, ça c'est moi qui le rajoute, l'étude des femmes par les femmes. En gros, ça, je le revois dans Maria Puig de la Bella Casa, que j'ai lu le week-end dernier, ça m'a beaucoup plu, j'en parlerai peut-être. Mais alors c'est très pratique, très synthétique sur les épistémologies féministes, et c'est notamment une articulation qu'elle reprend à Sandra Harding, mais c'est ultérieur. C'est qu'il y a deux questions quand on parle de femmes et sciences, qui va être la question des femmes traitées par les sciences et des femmes scientifiques en sociaux. Mais ce ne sont pas ces questions-là qui les intéressent prioritairement. Évidemment que Puig de la Bella Casa n'en reste pas là, ni Harding. Qu'est-ce qu'alors que le féminisme ? Le féminisme est d'abord un mouvement social, c'est-à-dire collectif et dans la société. Ça, c'est moi qui rajoute les petits commentaires quand je baisse le ton. Comme tout mouvement de révolte, son existence même pose, explicitement ou implicitement, c'est-à-dire par le fait même d'exister, deux postulats fondamentaux. Les tirer. Ça, c'est pam, pam, pam. Alors, elle a dû le disputer parce que bon, elle a réédité un moment sous le nom de Christine Dupont. Parce que c'était compliqué, elle n'était pas encore au CNRS à ce moment-là, Christine. Et c'est un texte qui a fait polémique, évidemment, enfin, et puis qui a déplu, qui a plu aussi. La situation des femmes est un sujet de révolte. Ceci est une platitude. Alors ça, par contre, on est en science, et dire qu'il y a des révoltes, c'est très compliqué. Et c'est là où c'est intéressant de dire que c'est une platitude, c'est vraiment arriver pour parler de révolte, et cela de façon révoltante, eu égard évidemment à la sociologie des cercles académiques, mais aussi à la neutralité réclamée par la science, et donc à son apoliticité, à sa dimension apolitique, alors que être apolitique, finalement, d'une certaine façon, c'est déjà prendre parti. On continue. Ceci est une platitude, mais cette platitude entraîne un corollaire beaucoup moins admis. On ne se révolte pas contre ce qui est naturel, donc inévitable, ou inévitable, donc naturel. Et on rappelle que est ramené à la nature ce qui est de l'ordre de l'immanence, ce qui ne changera pas. La nature d'une chose, c'est sa définition. On continue. Dès lors qu'il y a révolte, il y a concurremment et nécessairement. Donc en concurrence et nécessairement, on rappelle qu'il est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être. Nécessaire s'oppose à contingent, ce qui peut ne pas être. Alors on peut le dire autrement, ce qui est obligé d'exister. Le rapport de nécessité, c'est un des rapports logiques les plus forts. Dès lors qu'il y a révolte, il y a concurremment et nécessairement notion d'un procès résistible en italique. Ce qui est résistible n'est pas inévitable. Donc ça veut dire qu'en fait, on va changer le fondement même des concepts. Ce qui n'est pas inévitable pourrait être autre, est arbitraire, donc social. C'est-à-dire que la séparation, là, elle n'est pas entre nature-culture, elle est entre nature et société. Et en fait, la question même, la frontière de cette délimitation entre nature et société, c'est celle qui va complètement questionner, enfin, qui va être l'enjeu de l'émancipation. Si on dit que ça peut changer, ben on va le changer. Si on dit que ça ne peut pas changer, on continue à vivre. L'implication logique est nécessaire de la révolte des femmes, comme de toute révolte, et que leur situation peut être changée. Sinon, pourquoi se révolter ? Donc là, on a quelque chose que j'adore dans le style de Christine Delphi, c'est le déroulement en rafale. C'est la moissonneuse-batteuse qui arrive, c'est la démonstration de logique, et c'est la logique utilisée, on pourrait presque même dire comme un virilisme, mais qui va avancer, et elle canarde. La croyance à la possibilité du changement implique la croyance à l'origine sociale de la situation. Et c'est là qu'on voit que nous sommes femmes, nous sommes sociologues, c'est-à-dire scientifiques, ne s'oppose donc pas à la révolte,
qu'il faut faire, et il y a l'engagement politique, mais parce que finalement, c'est de ce qui est constaté par la science que doit naître cette révolte. Le renouveau du féminisme a coïncidé avec l'emploi du terme « oppression », entre guillemets. L'idéologie IE, c'est-à-dire id est, qui veut dire c'est-à-dire, le sens commun, le discours quotidien ne parle pas d'oppression, mais de condition féminine. Il renvoie à une explication naturaliste, c'est-à-dire qu'il va renvoyer à la nature, à ce qu'on appelle un discours de nature. Là, j'emploie le concept de Colette Guillaumin. À une contrainte de la physis, ça remonte à Aristote, c'est-à-dire de la matérialité, la réalité extérieure hors d'atteinte et non modifiable par l'action humaine. C'est compliqué de se décider qu'on ne va plus être constitué de cellules, par exemple, basiquement. Le terme d'oppression, au contraire, renvoie à un arbitraire, à une explication, à une situation politique. Et donc, en fait, la séparation, elle est entre physis et politique, donc nature-société, mais aussi nature politique. Et la société, c'est politique. On continue. Oppression et oppression sociale sont donc synonymes, ou plutôt, oppression sociale est un pléonasme. La notion d'une cause politique, id est, c'est-à-dire sociale, fait partie intégrante du concept d'oppression. Ce terme, alors parce que, puisqu'on parle d'oppression, c'est qu'on parle de société, et pas de conditions, c'est-à-dire de nature. Ce terme est donc la base, le point de départ de toute étude, comme de toute démarche féministe. Et là, c'est intéressant, parce que sont liés par un même point de départ, études et démarche féministe. Son emploi modifie radicalement les données, non seulement de la sociologie, mais de toutes les sciences humaines. Boum. 1. Il rend caduques toutes les démarches scientifiques qui, parlant des femmes d'une façon ou d'une autre, à un niveau ou à un autre, n'incluent pas le concept d'oppression, c'est-à-dire à peu près tout. Une étude féministe est une étude dont le but est de rendre compte de la situation des femmes. Et là, c'est intéressant. Là, pour le moment, elle est à la phase descriptive. Le féminisme comme une description du monde, une description de l'oppression et de l'exploitation. Il n'y a pas encore le mot exploitation. Cette situation étant définie comme une situation d'oppression, il devient impossible d'utiliser sans incohérence des prémices théoriques qui, n'incluant pas ce concept, l'excluent. Donc il faut l'utiliser. Ainsi, il ne s'agit pas seulement pour une démarche féministe d'appliquer à l'étude des femmes avec une bonne volonté politique les prémices inchangées des sciences constituées. Il est inutile de s'étendre sur les prémices qui sont ainsi rendues caduques dans chaque discipline particulière. Nous savons que celle de la sociologie, par exemple, comporte la négation de l'oppression des femmes et en conséquence, ne peuvent pas en rendre compte, ne peuvent pas retrouver à l'arrivée ce qu'elles ont mis au départ, ne peuvent que la masquer et dans cette mesure contribuer à la perpétuer. Vous vous souvenez, je vous disais, qui ne prend pas position prend parti et qui n'est pas du côté des victimes mais du côté des oppresseurs. Là, ça en est la démonstration logique. Parce que si vous n'êtes pas capable de décrire et donc de dénoncer la situation des femmes, leur oppression, c'est donc que vous la perpétuez, ne serait-ce qu'en l'invisibilisant et en la taisant. On continue. Alors, j'ai perdu ma ligne. Il semblerait pourtant qu'il exista un aspect de la sociologie qui fût compatible a priori avec le féminisme, avec la révolte, la notion de l'origine sociale des phénomènes sociaux. Mais cette compatibilité, quand on n'aime, on ne trompe pas, donc c'est compatibilité, mais cette compatibilité reste à l'état de virtualité car A. Une théorie peut se dire sociologique sans l'être. La plupart des théories sociologiques nient non seulement l'oppression des femmes, mais le social lui-même. Voilà, ça s'appelle le pavé dans la mare. Le fonctionnalisme est en dernière analyse un cas typique de réductionnisme psychologique. Le structuralisme est également un réductionnisme psychologique, quoique différent du premier. L'un s'appuie sur le freudisme, sur l'universalité des instincts, l'autre sur l'universalité des structures cognitives. L'un et l'autre expliquent les différentes formations sociales et le phénomène social lui-même par une nature humaine. Ça veut dire que c'est pas de la socio. B. Toutes ces théories sont des expressions de l'idéalisme, totalement incompatibles avec la révolte des groupes opprimés en ce qu'elles affirment que l'histoire est le produit d'un fonctionnement individuel, universel biologique, il existe des domaines indifférents et indépendants des rapports de pouvoir entre les groupes. Alors quand elle dit idéalisme, c'est une référence
au texte de Marx sur l'idéologie dominante. Alors lui, ça serait pas mal tiens, d'en faire une vidéo, je vais le noter quelque part. Il n'est pas très long, il est très punchy lui aussi. Les trucs sur les jeunes hegéliens, là, je mettrai le lien. Si je n'y pense pas, vous me le dites, parce que là, je tourne jeudi soir, hein, donc d'ici à dimanche, je vais oublier. 2. Féminisme et matérialisme. Une science féministe ou prolétarienne. On voit le parallèle. Et là, ça permet une inscription dans le marxisme. Alors, le marxisme dans les années 70, c'est plus le marxisme de Marx. Hein. Il est repensé, il y a plein de gens qui pensent le marxisme. Donc, une science féministe veut parvenir à expliquer l'oppression. Pour ce faire, elle doit en partir. Point de départ. Si elle est cohérente, elle débouche inévitablement sur une théorie de l'histoire. Car elle doit en avoir une, où celle-ci s'écrit et se décrit en termes de domination des groupes sociaux les uns par les autres. De même, elle ne peut considérer a priori aucun domaine de la réalité ou de la connaissance comme extérieur à cette dynamique fondamentale. Tout est socio. Je vous rappelle que dans l'idéologie allemande, voilà, Marx explique que l'idéologie dominante n'est jamais que l'idéologie des dominants. Ça m'a amené des grands silences en cours. Hein. Comme petite punchline. Alors quand elle dit a priori, on se rappelle a priori veut dire, c'est l'inverse d'empirique. A priori, c'est en partant théoriquement, sans données empiriques, c'est-à-dire fondées sur l'expérience, ce qu'aujourd'hui on appelle souvent le terrain. Une interprétation, j'arrive à la page 63, féministe de l'histoire est donc matérialiste au sens large, c'est-à-dire que ses prémices la conduisent à considérer les productions intellectuelles comme le produit de rapports sociaux, exactement du Marx, hein, et à considérer ceux-ci comme des rapports de domination. Les implications ne concernent pas seulement des théories ou des domaines précis, des contenus, elles concernent directement l'existence de ces domaines en tant que tels. Leurs principes de constitution, c'est-à-dire les principes de division du réel en domaine de la connaissance. Donc la façon dont on va catégoriser la connaissance et qu'on va décider ce qui va être étudié est aussi un rapport de domination. On continue. En effet, toute catégorisation, séparation en domaines, suppose une théorie implicite de la nature humaine, de la nature du social, de l'histoire. Hop, note 2. Par exemple, la chair et l'esprit sont-ils des divisions du concret ou des entrées du dictionnaire occidental? Ah, le vieux binarisme chrétien. Et qu'est-ce que le dictionnaire occidental, sinon la production intellectuelle d'un système social oppressif? Sa rationalisation. La division de la connaissance en domaines étanches est, au même titre que le contenu de ces domaines, un effet et une arme de l'idéologie. Alors quand on dit idéologie, c'est pas moi j'aime le rouge ou je suis inscrite au PCF. Je suis pas inscrite au PCF d'ailleurs. C'est l'idéologie, et ça n'est pas seulement le programme politique. C'est la vision philosophique, politique et historiographique du monde qui est charriée par un groupe social. Et qui va être plus ou moins explicitement théorisée par les intellectuels de l'idéologie. 3. Matérialisme et interdisciplinarité. L'idée qu'il existe des domaines séparés de l'expérience dont s'occupent des disciplines distinctes, ayant chacune leur méthode, qui se réunissent ensuite pour juxtaposer leurs trouvailles, est typiquement antimatérialiste. Alors là, elle attire à boulet rouge ce Renan alors qu'elle l'a même pas lu. Et je lui demandais, hein, elle l'a pas lu. C'est vraiment tout le programme positiviste ou plus largement scientiste de la science comme édifice, la science cumulative, alors qui est déjà mise à mal en épistémologie, on va dire plus orthodoxe, par quelqu'un comme Thomas Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques. On continue. Qu'est-ce en effet que cette confrontation, cette interdisciplinarité tant vantée? Et ça fait donc bien 50 ans qu'on en parle. Ce n'est que le résultat de la disciplinarité qu'elle suppose. Or, celle-ci est fondée sur le postulat que des niveaux subjectivement distincts, dans la subjectivité de notre société, c'est relatif, ça pourrait être autrement, de l'expérience, obéissent chacun à des lois propres, le psychisme aux lois de l'instinct, le social aux lois de l'interaction, etc. Très concrètement, on voit le caractère réactionnaire de cette démarche dans l'étude de la famille où on sépare, comme obéissant à des logiques distinctes et hétérogènes, les rapports sexuels des époux, de leurs rapports économiques, de leurs rapports sociaux, etc.
Juxtaposer ces résultats hétéroclites aboutit à une mosaïque inintéressante, dépourvue de signification, mais dont l'intérêt pour la science réside précisément en cela, dans la négation de l'unité profonde de tous ces niveaux qui sont tous lieux et moyens de l'oppression. 4. Disciplinarité et idéologie. La science officielle et ses découpages ont donc pour but et pour résultat l'inintelligibilité de l'expérience humaine. Ça complexifie et ça fait qu'on ne comprend plus parce qu'on va avoir divisé. Ça, c'est un truc assez ancien chez les féministes, mais j'ai 10 ans au moins pour travailler cette question. Ce qui est vrai de la sociologie, il est aussi des disciplines qui, avec elles, se partagent les sciences humaines, qu'on appelait les sciences de l'humanité au XIXe siècle, et Renan est un des penseurs de la division entre sciences humaines et sciences de l'humanité, notamment dans l'avenir de la science. On continue. La psychanalyse, par exemple, alors elle tire à boulet rouge contre la psychanalyse, Christine, ça, c'est une marque de fabrique. La psychanalyse et la sociologie ne prennent pas en compte l'oppression des femmes. Ne la prenant pas en compte, elles la reprennent nécessairement à leur compte. Et ça, c'est très Christine. Là, et on le trouve aussi chez Guillaume, donc c'est très féministe matérialiste, le retour des expressions, leur retournement par le changement, par exemple, d'une préposition. Elles l'intègrent comme un donné. Elles étudient des domaines de la vie sociale et de l'expérience subjective où et par lesquels les femmes sont opprimées sans que cette oppression apparaisse comme telle. Elles ont donc une fonction idéologique précise, ça ne veut pas dire consciente. Une fonction n'est pas forcément un programme ni un but. C'est ce à quoi ça sert, c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire. Faire disparaître l'oppression des femmes des résultats de leurs études, et comme tout est circulaire, ceci n'est accompli qu'au prix de l'avoir nié au départ. On continue. Je suis page 64. 5. Je n'aurai plus assez de doigts, ni assez de mains, de l'illusion. Heureusement que les doigts sont congruents et que, hop, quand je recommencerai, on saura que c'est le 6. De l'illusion qu'on peut abstraire des concepts techniques de leur contexte réactionnaire. Là, on ne parle pas encore vraiment des femmes, finalement. Les femmes, c'est presque l'exemple. La question est donc comment utiliser contre l'oppression des femmes une connaissance qui la présuppose. Ça, c'est la grande question d'Audre Lorde, qui, elle, finalement, est plus affirmative, plus assertive. On ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître. La réponse de Christine. Peut-on même en utiliser des éléments ? La réponse positive à cette question, aujourd'hui prévalente, repose sur l'idée que l'on peut dissocier la philosophie sociale de certaines théories de leurs concepts. Or, ces éléments sont eux-mêmes obtenus à partir de prémices épistémologiques. Toute science construit son objet. Et ça, c'est un des grands acquis de l'épistémologie. Ceci signifie que non seulement son contenu théorique, mais les limites et la définition de son champ d'application, son domaine même, loin de préexister à la discipline, en sont une création. Et les prémices de toutes les sciences humaines, dans la mesure où elles ne posent pas les rapports hommes-femmes comme des rapports d'oppression, les posent par action ou par omission comme autres. On continue. Ces prémices sont donc en opposition radicale avec celle de la libération des femmes. Une connaissance qui part de l'oppression des femmes ne peut donc se contenter de remettre en question tel ou tel résultat de telle ou telle discipline. Elle doit contester les prémices mêmes à partir desquelles ces résultats ont été obtenus, le point de vue d'où les faits ont été regardés, le point de vue qui a constitué les faits en faits. C'est déjà le cas depuis Nietzsche. Ce n'est pas seulement l'interprétation de l'objet qui est en cause, mais le regard qui perçoit l'objet et l'objet qu'il constitue. Parce qu'une chose qui est là n'est pas un objet, avant d'être saisie comme un objet. Donc, jusqu'aux concepts les plus apparemment techniques et neutres. Il est illusoire de prétendre parvenir à des interprétations différentes avec les mêmes instruments conceptuels. Ceux-ci ne sont pas plus neutres, pas moins construits que les domaines qu'ils délimitent, ni que les théories, c'est-à-dire le contenu des disciplines, qu'ils sécrètent. Le refus de l'interdisciplinarité ne signifie pas le refus de reconnaître que l'expérience subjective connaît des niveaux différents. Il signifie le refus du découpage actuel de la réalité en domaines, fief, des disciplines, des découpages nés
Et accréditant l'idée que des parts entières de l'expérience sont extérieures à l'oppression, id est, aux politiques. En fait, le découpage, il neutralise littéralement. Neutraliser, c'est un terme belliqueux, c'est un terme de guerre. Au patchwork de l'inter et de la disciplinarité, une démarche féministe matérialiste oppose une dynamique unique, se traduisant différemment à différents niveaux, qui restent entièrement à définir. Et ça, c'est une grande constante des grands textes féministes. Il y a quand même une grande part de boulot qui est annoncé et qui ne peut pas être fait d'emblée. Mais depuis 1975, ça a bien avancé, l'épistémo féministe. Cette démarche récuse le structuralisme, par exemple, non en ce qu'il postule l'existence d'un niveau cognitif subjectivement distinct, mais en ce qu'il impute à ce niveau un contenu indépendant des rapports sociaux. Elle récuse la psychanalyse, non en tant que celle-ci postule l'existence d'un niveau subjectivement subjectif, mais en ce qu'elle impute à ce niveau un contenu indépendant des rapports sociaux. Il va sans dire que le social dont il est question ici n'est pas le social des journalistes, le fameux sociétal d'actuellement. Dites jamais sociétal, c'est vraiment vilain. C'est vraiment une façon de dire social de droite. L'extérieur opposé à l'intérieur, le superficiel, l'événementiel opposé au profond. C'est le politique opposé au privé. Et ça, on sait que le personnel est politique. La prééminence accordée à ce social n'a rien à voir non plus avec un chauvinisme de spécialistes. C'est un parti pris théorique qui s'oppose au contraire à la conception prévalente des spécialités. C'est une vue globale de l'histoire, donc des sciences humaines, qui interdit tout recours à des facteurs extrasociaux et extra-historiques. En effet, un tel recours, aussi limité soit-il, est incompatible avec le concept d'oppression. 6. Pensée matérialiste et situation politique de qui pense. Qu'il n'y ait pas de connaissance neutre est un lieu commun. Ça, on le sait depuis le XIXe siècle, plutôt fin du XIXe. Mais de notre point de vue, cela a un sens très précis. Toute connaissance est le produit d'une situation historique, qu'elle le sache ou non. Mais qu'elle le sache ou non fait une grande différence. Si elle ne le sait pas, si elle se prétend neutre, elle nie l'histoire qu'elle prétend expliquer, elle est idéologie et non connaissance. Toute connaissance qui ne se reconnaît pas, qui ne prend pas pour prémisse l'oppression sociale, la nie, et en conséquence la sert objectivement. Et c'est là où on a une rupture qui est fondamentale, à savoir que le renversement est complet, ce qui avait l'air d'être engagé est politique, et donc cela en se déclarant, par exemple, féministe, situé historiquement situé le fameux d'où tu parles, de 68, permet de produire de la connaissance quand cette inconscience, cette ignorance ou ce refus ne produira que de l'idéologie, en ce que ça va être une perpétuation d'une idéologie déjà dominante, et non déclarée comme telle. On y va. Une connaissance qui prendrait pour point de départ l'oppression des femmes constituerait une révolution épistémologique. Il a peut-être fallu que je le dise, épistémologique, c'est qui a trait à la science du savoir, à la fameuse question de comment on sait, et ça englobe notamment toutes les questions de scientificité, c'est-à-dire de ce qui fait que quelque chose est scientifique. Très vaste domaine. Comment on sait que l'on sait, comment sait-on. Et cela pas uniquement, c'est pas la question cognitive de la psychologie de la connaissance, des neurones par exemple, ou de la psychologie. Là, on est sur la question de la démarche, de la méthode. Une connaissance donc qui prendrait pour point de départ l'oppression des femmes constituerait une révolution épistémologique et non une nouvelle discipline ayant les femmes pour objet et ou une explication ad hoc d'une oppression particulière. Ce serait une expression du matérialisme mais aussi un renouveau de celui-ci. En effet, elle apporterait un point de vue matérialiste jusqu'ici ignoré, celui de l'oppression des femmes, c'est-à-dire un regard nouveau et non un nouvel objet. Pas l'objet, le regard. Et ce regard s'appliquerait nécessairement à la totalité de l'expérience humaine, individuelle ou collective, corpus total. Et tout peut commencer à être étudié dans cette remise en question qui est féministe, mais qui, par le féminisme, renouvelle totalement la connaissance. On continue. 7. Un exemple.
Comment le matérialisme peut-il être étendu? Il ne s'agit pas de dire allongé. Jusqu'à présent, il a signifié dénoter une théorie de l'histoire comme histoire de la lutte des classes. Donc là, on est sur les histoires matérialistes, marxistes, le matérialisme marxiste. Mais les femmes étaient exclues de ces classes en tant que groupe. Leur oppression n'était pas pensée comme une exploitation de classe. Or, je maintiens que c'est l'absence des femmes de l'histoire, de sa représentation matérialiste, qui a laissé le champ libre à l'instauration et ou au maintien de domaines réservés, à l'accaparement par des disciplines, c'est-à-dire par des points de vue idéalistes de secteurs entiers de l'expérience. Et donc c'est la politique qui a tronqué la science et qui même l'a faussée. On continue. Autant le matérialisme pouvait s'appliquer à la production des idées, par exemple, dont le rôle était clair dans l'exploitation des prolétaires, dans la lutte des classes traditionnellement définies, autant ce qui était considéré comme subjectivité, affectivité, sexualité lui échappait. Note 4. Chose en soi comme le psychisme pour le sens commun et la science qui reproduit ces catégories, rattachée au psychisme par la même science qui reproduit la théorie spontanée du sens commun, de l'idéologie. Cette contradiction était patente et inévitable. Elle ne pouvait manquer d'apparaître comme une contradiction, pas plus qu'elle ne pouvait être résolue. Toute l'histoire intellectuelle de la première moitié, et peut-être aussi de la seconde moitié du XXe siècle, est marquée par la tentative, par les tentatives sans cesse renouvelées, d'unifier les principes d'explication. Ces tentatives ont pris la forme d'essais de conciliation, de réconciliation entre le freudisme et le marxisme. Inutile de dire que si elles ont été nombreuses, c'est parce que la contradiction est douloureuse, bien sûr, mais aussi parce que chacune d'elles s'est soldée par un échec. Cet échec était inscrit dans les prémices mêmes de ces poursuites. C'est au niveau des résultats que l'on tentait de concilier ces démarches, oubliant que leurs prémices épistémologiques étaient irréconciliables. L'échec de ces tentatives est dû à ce qu'elles ont toutes accepté la prétention exorbitante de la psychanalyse d'être, non pas un système d'interprétation de la subjectivité, mais la subjectivité même. Je n'en prendrai pour preuve que le fait que, non seulement pour les tenants de la psychanalyse, mais pour la vaste majorité des gens, la récusation de la théorie psychanalytique est synonyme de désintérêt pour son objet, d'indifférence à, et même de négation de l'existence de la subjectivité. Dès lors qu'elles acceptaient cette prétention, ces tentatives étaient vouées à l'échec, car elles devaient accepter les prémices de la psychanalyse. Or, les accepter revient à accepter l'entrée en scène de l'idéalisme. Sous couvert d'introduire le matérialisme dans la subjectivité, on introduisait en fait l'ennemi dans la place, l'idéalisme dans l'histoire. 8. Connaissance et lutte. Mais pourquoi ces tentatives doivent-elles accepter les prémices de la psychanalyse qui n'est qu'une des formes de psychologisme, lui-même une des formes de l'idéalisme? Tout simplement parce que les domaines accaparés par le psychologisme n'étaient pas des lieux d'affrontement entre les groupes seuls reconnus comme classes, prolétaires et capitalistes. Dès lors que seuls ces groupes étaient reconnus comme classes et que la théorie matérialiste de l'histoire ne se produisait pas, Dès lors que seuls ces groupes étaient reconnus comme classes et que la théorie matérialiste de l'histoire se réduisait à l'histoire de leurs affrontements, les domaines où cet affrontement ne se produisait pas étaient nécessairement laissés en dehors de la problématique de la lutte des classes et donc du matérialisme. La tentative de Wilhelm Reich est exemplaire à cet égard. Il a cru faire entrer la sexualité sous la houlette du matérialisme, et en réalité il n'a fait que le trahir, que psychologiser la lutte des classes. Boum boum. Note, qu'a-t-on retenu de la théorie de Reich? Que la répression sexuelle causait le fascisme. What? Oh. La sexualité est bien le lieu d'une lutte des classes, d'un des champs de l'affrontement de deux groupes. Mais ces groupes ne sont pas les prolétaires et les capitalistes, mais les femmes sociales et les hommes sociaux. Seule la lutte des femmes et la conceptualisation simultanée de leurs conditions comme oppression font entrer la sexualité dans le champ du politique. La lutte des femmes, en imprimant le mot oppression sur le domaine de la sexualité, l'annexe au matérialisme. Elle est la condition nécessaire de cette annexation.
J'aurais plutôt dit annexion, moi. Les appels à une psychologie matérialiste ne sont pas nouveaux. Comment expliquer qu'en dépit de la nécessité reconnue de considérer la subjectivité comme une des expressions, sinon l'un des rouages de l'organisation sociale, la démarche inverse n'ait cessé de faire des progrès depuis ces appels depuis 40 ans? Que le biologisme, l'instinctualisme continuent de régner sur, mieux de constituer l'étude du psychisme? Que le psychologisme ne se limite même pas à l'étude de la subjectivité, mais sévisse dans l'étude de l'interaction des groupes et même des institutions? Comment l'expliquer, sinon en admettant que la base politique manquait à une telle connaissance? Mais si la lutte des femmes est nécessaire, et la condition nécessaire, de l'inclusion de nouveaux domaines de l'expérience dans l'analyse matérialiste, réciproquement, l'analyse matérialiste de tous les lieux de leur oppression étant des procès de cette lutte et un procès indispensable. Tant qu'un domaine restait en dehors de la lutte des classes, il demeurait hors d'atteinte du matérialisme. Et pour qu'il cesse de l'être, il ne suffisait pas seulement qu'il soit un lieu d'antagonisme réel, encore fallait-il que ces antagonismes prissent la forme d'un affrontement consciemment politique. Tel a été le sens de l'émergence. Alors, cette question de la conscience, c'est aujourd'hui un peu ce qu'on appelle les biais, avec ce mantra que si on connaît bien ces biais, ça va bien avancer. Alors, attention, il y a quand même quelque chose qu'on voit notamment dans les cercles zététiques, dont je me méfie énormément, qui va être de croire qu'il suffit de connaître la liste des biais. Il y a un moment, il faut bosser plus dur. Et les grandes chaînes de zététique, de toute façon, quand elles commencent à exclure les sciences sociales, elles sont juste ridicules. Elles n'ont aucun sens. Quand, non, je ne vais pas rentrer dans le clash avec les chaînes de grande vulgarisation, mais une des choses qui a fait que j'ai arrêté de regarder la vulgarisation sur YouTube et que je considère que c'est quand même globalement du foutage de gueule, ça a été le refus absolu des sciences sociales. Il y a un moment, ça marche pas, en fait. On ne peut pas même faire de la biologie en refusant la sociologie, ou les explications sociologiques, même, quand on parle d'évolution. C'est ridicule. C'est ridicule et c'est faux, et ça devient dangereux. Vous avez vu de qui je parle. Très bonne chaîne de vulgarisation, très accessible et toujours très pointue, Passé sauvage. Là, on est en archéologie. Évidemment, c'est pas de la biologie pour le coup. Alors, tel a été le sens de l'émergence des mouvements de libération des femmes. Dit comme ça, dit le MLF, mais c'est plus intéressant de dire les MLF, en fait. Bon, on se rappelle que le MLF a fini par devenir une marque, déposée par Antoinette Fouque, psychanalyste. La condition des femmes n'a pas donné lieu à une lutte parce qu'elle était politique. Le politique est un concept, pas un élément de la réalité concrète. Elle est devenue politique dès lors qu'elle a donné lieu à une lutte, et que dans le même moment, cette condition a été pensée comme oppression. Et donc, il y a bien une science politique, une théorie politique, mais cette politique, elle naît du fait qu'il y ait des luttes politiques. Elle naît du militantisme. Aujourd'hui, les conditions sont réunies, qui ne l'étaient pas avant, pour l'avènement d'une nouvelle étape de la connaissance. Par exemple, les femmes étaient opprimées avant, opprimées aussi dans et par la sexualité. Mais cela n'était pas suffisant pour que la sexualité soit envisagée d'un point de vue matérialiste. L'oppression ne suffit pas. Être opprimé ne suffit pas. En effet, la conscience de classe des prolétaires n'est pas le résultat de la théorie marxiste du capital. Au contraire, c'est la théorie marxiste du capital qui est fondée sur la prémisse nécessaire de l'oppression des prolétaires. Autrement dit, pour qu'on puisse dire qu'il y a un concept de lutte des classes, il faut bien qu'il y ait une lutte des classes. L'oppression est une conceptualisation possible d'une situation donnée. Et cette conceptualisation ne peut provenir que d'un point de vue, c'est-à-dire d'une place précise dans cette condition, celle d'opprimer. Et là, c'est la question super touchy de la parole aux concernés. Mais on voit que cette conceptualisation, elle ne peut se faire que par les concernés
mais que cela ne suffit pas. Il faut une conscience pour avoir cette théorisation. Et c'est là où ça ne suffit pas d'être concerné. Et en plus, après, ça c'est une grande question militante, elle s'est un peu calmée, mais elle est toujours là. Que faire de la parole des concernés? Parce qu'en fait, la parole des concernés, elle n'est pas l'opinion commune ou la doxa ou ce que j'ai pensé en prenant ma douche. Ce qu'on appelle la parole des concernés va être beaucoup plus vaste et en même temps beaucoup plus précis. C'est en fait la théorie des concernés. La vision du monde, la philosophie du monde. Et c'est pas la petite philosophie, la petite semaine comme dans les BD de Wolinski. Hein. C'est la philosophie. J'ai envie de dire concernée. Alors, philosophie concernée, c'est pas un concept qui existe. Là, je l'invente en impro. Cette prise de conscience n'est ni antérieure ni postérieure à la lutte, à l'agir. Elle en est simultanée, parce qu'elle est l'aspect de conscience de la lutte. En d'autres termes, il s'agit de deux aspects d'un même phénomène, non de deux phénomènes différents. Boum, monisme. La lutte des femmes est un fait politique, concret, qui ne fait pas qu'ajouter un élément nouveau au domaine politique, mais le bouleverse de fond en comble. On exprimerait la même chose en disant que la conscience des femmes d'être opprimées change la définition même de l'oppression. Conclusion. Le féminisme matérialiste est donc une démarche intellectuelle dont l'avènement est crucial. Et c'est étonnant, le mot avènement, qui est un mot religieux. Quelque chose. Là, il y a quelque chose, mais ça en fait, le vocabulaire religieux, il est souvent un marqueur d'utopie et d'attente et d'espoir. Non pas d'un espoir messianique, hein, mais il y a encore quelque chose. Et ça remonte au moins aux différents mouvements des socialismes chrétiens, et par exemple aux Saint-Simoniennes, que Christine ne connaît pas particulièrement. Un peu plus, j'en ai parlé. Donc, le féminisme matérialiste, c'est donc une démarche intellectuelle dont l'avènement est crucial, et pour les mouvements sociaux, pour la lutte féministe, et pour la connaissance. Donc même si on veut faire de la bonne science, il faut être féministe, entre autres, pas seulement féministe. Pour la première, elle correspondra au passage du socialisme utopique au socialisme scientifique. Ça, c'est une distinction qui est très discutable, mais qui vient de Marx. Et elle aura les mêmes implications pour le déroulement de cette lutte. C'est une distinction qui est importante pour continuer à lutter, mais qui scientifiquement n'est pas très précise. Et c'est un texte qui est un programme. C'est pas un article scientifique. On n'est pas dans une revue scientifique. Cette démarche ne pourrait, même si elle le voulait, se limiter à la seule population, à la seule oppression des femmes. Elle ne laissera intouchée aucune part de la réalité, aucun domaine de la connaissance, aucun aspect du monde. Comme le féminisme trait d'union mouvement, alors ça, le mot valise chez Christine, c'est rarissime. Comme le féminisme mouvement vise la révolution de la réalité sociale, le féminisme point de vue, trait d'union théorique, et chacun est indispensable à l'autre, doit viser une révolution de la connaissance. Et c'est signé CB, c'est la fin de cet article. Je ne pensais même pas le lire en entier. C'est un article absolument majeur, déjà parce que il a eu un impact, comme on dit, avec cette métaphore balistique abominable. Il a eu une influence, il a eu des conséquences. Il a été un pas significatif pour penser une science non pas féminine, comme on l'a pensé encore au préalable, avec cette idée qu'il manquait un truc quand les femmes ne peuvent pas accéder aux sciences et qu'elles n'en sont que l'objet. Et ça, c'est quelque chose qui parcourt le 19e. Ça c'est l'objet de mes recherches actuelles. Mais en politisant directement la situation d'oppression, la condition de l'oppression. Est-ce qu'il s'agit d'une non-mixité dans le féminisme ? Ben oui, le MLF était non-mixte, on va se le rappeler. Est-ce que c'est une non-mixité provisoire ou permanente ? Ben non. Le but, c'est quand on gagne que ça aille mieux. Mais la non-mixité, c'est pas juste le groupe de parole pour discuter entre nous. La non-mixité, c'est super, on va pouvoir parler règles et viols, quoi. Génial. Il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Mais la non-mixité, elle est aussi le moment d'appropriation de la lutte, au moins un peu tranquille. Et elle a cet avantage quand même assez amusant d'exclure pour une fois les mecs. Qui de toute façon ne viendraient pas. Ils viennent pas.
Dans les réunions féministes, il y a très très peu d'hommes. La non-mixité, elle s'est mise en place au MLF parce qu'il y avait plus qu'un seul mec dans le groupe et qui était même pas très motivé apparemment, d'après les témoignages, hein, moi j'y étais pas. Je peux pas dire que je suis une féministe de 75, hein. Mais et 71, le début du MLF. Mais elles ont fini par l'exclure parce que c'était... Elles ont compris que c'était une condition politique révolutionnaire. On va répéter l'analogie. On reprend cette analogie avec les prolétaires. Bon, on n'invite pas Gattaz ou le MEDEF à une réunion de Sud, quoi. Hein? À un moment où l'ennemi politique, il reste dehors. Ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas sur un plateau de télé, par exemple. Avec cette question toujours si compliquée pour les féministes hétérosexuelles, qu'elles couchent avec l'ennemi. Et ça, c'est complexe. Mais c'est une autre question. Qu'est-ce qu'on retient de ce texte ? D'un point de vue purement stylistique, je trouve que c'est une merveille d'argumentation. Bon, ça serait compliqué à coller aux secondes parce que c'est quand même difficile, hein, ce sont des questions vraiment ardues, mais c'est le texte qui explique, qui à partir donc de du raisonnement marxiste, hein, de l'idéologie allemande, puisque j'ai fini par retrouver le titre, explique véritablement. Et alors, vous avez vu, il n'y a jamais le mot idéologie masculine, ou masculiniste ou viriliste. Non. Voilà. Il n'y a pas de... C'est comme si elle n'avait pas même eu à le dire, tellement c'est une évidence. Et parce que l'ennemi principal, ce n'est pas l'homme ou les hommes, c'est le patriarcat. Mais ce patriarcat, il a des conséquences individuelles sur les femmes, évidemment qu'il y en a aussi sur les hommes. Mais si on est en train de mener une lutte des femmes comme on peut mener une lutte des classes, eh ben, il faut vraiment, vraiment partir des femmes. Et elles-mêmes redonner une individualité, une subjectivité, mais aussi les moyens de fonder une autre connaissance qui ne va pas juste compléter, mais qui va complètement remanier la connaissance en cours. Alors, c'est pas complètement fait, mais il y a vraiment des choses qui bougent. Je pense depuis 70 ans que ce texte est paru, à peu près. Et c'est un texte que j'aime toujours vraiment beaucoup. Les métaphores du regard m'intéressent énormément. Point de vue. Voilà, ça a eu une grande influence aux États-Unis, ce texte. Et ça a été beaucoup moins présent, ou moins vite, ou moins visible en France. Alors, il y a des éléments de ce texte qui viennent de Beauvoir, hein, évidemment. Et là, la généalogie, elle pourrait être faite. Je sais pas tout à fait le propos maintenant. Mais ça permet... Peut-être... la métaphore du regard, elle a cette curiosité de ramener à une espèce d'archétype individuel une situation de création de savoir collectif. Et quand je dis création de savoir, ça veut pas dire qu'on les sort de sa tête, hein. Ça veut pas dire que c'est de l'imagination, c'est du boulot, quoi. Mais on crée des savoirs. Quand vous faites je sais pas moi, une enquête sociologique, vous créez des savoirs en allant interroger les gens. Ils sont créés, ils n'existaient pas avant. C'est ça une création. Création n'est pas synonyme d'imagination. Je sais pas, on peut créer des engins de chantier. Alors l'imagination est partout, vive l'imagination au pouvoir. Bon, évidemment, c'est encore autre chose. Mais ça permet de rendre lisible, évidemment, de rendre visible la métaphore du regard, qui est vraiment une métaphore permanente qui m'intéresse énormément. On parle beaucoup, là, il y a une expression qui est un peu récurrente, qui est chausser les lunettes du genre, pour voir justement cette question-là. Ben, en fait, c'est peut-être quand même... C'est plus trash, hein. Il faut vraiment le faire. Mais c'est peut-être vraiment nécessaire de dire, plutôt que chausser les lunettes du genre, regard est une métaphore quand même beaucoup plus transparente, beaucoup moins lourde, ne serait-ce qu'en termes de volume dans la phrase. Mais de rappeler tout simplement, en partant de l'oppression des femmes, en partant de l'injustice hallucinante de l'oppression des femmes et de sa permanence tout aussi révoltante aujourd'hui. Et oui, il y a... Christine reviendra plus tard sur les féministes intellectuelles et notamment universitaires. Parce que l'institutionnalisation, et elle s'inclut là-dedans,
elle amène aussi une forme de neutralisation de ces savoirs. Et la division des tâches, là, on a l'impression, enfin, quand elle dit que ce sont les deux volets d'une même facette, eh bien, en fait, elle part du principe que ce sont les deux volets aussi des mêmes personnes. Non pas que tous les militants vont théoriser ensemble au même niveau académique, parce que c'est concrètement pas possible, mais que la théorisation ne suffit pas à faire le militantisme. C'est pour ça que j'ai toujours le cul entre deux chaises, je le sais. Et je milite pas beaucoup. Et c'est un truc qui manque. Et là, on n'a pas le cul sorti des ronces. Hein. Et je vous dis à bientôt.